Le gladiateur Borghese est une statue qui est l'une des plus célèbres de la collection des antiques du Louvre. Et je pourrais dire aussi que c'est peut-être l'une des plus célèbres de tout ce que l'Antiquité nous a légué comme héritage dans ce domaine. Alors j'envisage de vous en parler de la façon suivante, de commencer par en décrire l'aspect, en dehors de tout savoir, si je puis dire. Ensuite, de vous en dire quelque chose sur l'histoire moderne que cette pièce a traversée. Ensuite, de vous parler des restaurations, de vous en dire quelques petites choses parce que ce sont des affaires fort compliquées, mais de ces restaurations qui ont affecté la statue. Ensuite, de vous dire un mot également sur l'exécution de la pièce. Ensuite, du sujet, si on peut vraiment le déterminer. Et enfin, terminer par l'évaluation que l'on peut faire de cette statue en tentant de la replacer à l'intérieur de l'histoire de la sculpture grecque. Donc je vais commencer par la décrire comme si je ne savais rien. C'est-à-dire, j'arrive devant la statue. Et qu'est-ce que je découvre ? Eh bien, un grand marbre représentant un homme de haute stature, complètement nu, saisi dans une attitude mouvementée, avec une sorte de posture dynamique, dans laquelle cet homme a engagé vers l'avant son torse qui est incliné et dont le bras gauche poursuit en quelque sorte la ligne, le bras gauche tendu, tandis que le bras droit, lui, est ramené vers l'arrière et suit en quelque sorte la ligne du dos. Il y a donc une longue oblique qui est créée par la silhouette du personnage. Cette silhouette est maintenue en équilibre par la jambe droite. Il est arc-bouté, le personnage, sur sa jambe droite qui est pliée, une jambe qui effectue une enjambée, et puis tandis que la jambe gauche, elle, est ramenée vers l'arrière et donc suit la ligne du dos. C'est ce qu'on a appelé, en langage savant, la diagonale héroïque, mais qu'on pourrait peut-être rapprocher de la fente de l'escrimeur. Avec cette différence qui est fondamentale, c'est qu'il ne s'agit pas d'une posture qui est une simple attaque. Car en fait, si le personnage étend son bras gauche vers l'avant, ce n'est pas dans une sorte d'attitude agressive, mais au contraire, c'est un mouvement de défense. Car sur son bras gauche, ce qu'on découvre quand on regarde un peu plus attentivement le bras, eh bien, il y a donc la sculpture du brassard du bouclier, ce que les Grecs appelaient le porpax, et qui indique que la statue n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il y avait un bouclier, probablement exécuté en bronze, mais qui a disparu, et donc qui faisait de ce bras gauche un mouvement de défense et non pas d'attaque. En revanche, le bras droit, dont je dois dire tout de suite qu'il n'est pas antique, mais moderne, qu'il a été replacé dans la première restauration sur laquelle je reviendrai, mais ce bras droit, eh bien, il préparait l'attaque, il préparait la riposte. C'est-à-dire, tandis que le personnage cherchait à parer un coup qui pouvait venir d'un adversaire potentiel, eh bien, le bras droit, lui, se préparait à riposter. Alors, on voit d'ailleurs aussi cette présence abstraite, si je puis dire, de l'adversaire, à la façon dont le personnage tourne d'une façon très vive sa tête vers, justement, la menace, vers le danger, avec un visage qui est marqué par une certaine tension. Donc, c'est ainsi que se découvre la statue. Mais je voudrais ajouter quelque chose qui est fondamental, c'est que l'équilibre de la statue n'est pas simplement créé par la position des jambes, mais il y a également un étai, c'est-à-dire que derrière la cuisse droite, il y a un tronc d'arbre, et ce tronc d'arbre, un peu noueux, est une manière évidemment de maintenir la stabilité de la statue d'une manière plus ferme. Mais ce tronc d'arbre a un détail tout à fait particulier et très important pour la statue, c'est qu'il porte la signature de l'artiste. Et cette signature, elle nous est donnée par quelques mots qui sont inscrits en 4 lignes. Je peux les dire en grec, donc c'est Agasias, Dositheu, Ephésios, Epoiei. Ce
qui veut dire que la signature nous donne le nom du sculpteur, Agassias, le nom de son père, qui s'appelait Dosithéos. Il nous donne également le nom de sa cité d'origine, c'est-à-dire Éphèse, Éphèse en Asie mineure, et enfin le verbe grec époiei, qui signifie tout simplement « a fait la statue ». Voilà donc comment la statue du gladiateur Borghese se présente. C'est donc une statue exécutée par un artiste grec. Mais la statue a été trouvée ou retrouvée en Italie, à Antium, une ville côtière qui se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Rome, qui d'ailleurs recouvrait les territoires actuels de deux villes, la ville d'Anzio et la ville de Nettuno. Alors on ne sait pas exactement où le gladiateur a été trouvé, mais ce sont 17 fragments qui l'ont recomposé et qui ont été trouvés dans ces parages. C'est d'ailleurs un endroit où beaucoup de villas romaines, à partir de la fin de la République romaine et dans la période de l'Empire, ont été construites. C'est là que les empereurs venaient se reposer quand Rome avait un peu fatigué ses personnages et où la chaleur y devenait épouvantable. Et donc cette ville côtière était une sorte de retraite où par exemple, Néron a construit une grande villa. Et c'est d'ailleurs un endroit où on a également découvert un siècle auparavant une statue célébrissime, c'est l'Apollon du Belvédère, où on a trouvé également une statue représentant une jeune fille qui est l'un des chefs-d'œuvre du Musée national de Rome et qui s'appelle la Fanciulla, la jeune fille d'Anzio, trouvée donc à Anzio, donc sur le territoire de cet Antium. Donc cette statue est trouvée et elle a dû l'être entre 1609 et 1611. Pourquoi je donne ces dates? Parce que en 1611, un document d'archives nous dit qu'une statue de gladiateur est en cours de restauration dans un atelier qui se trouve à Rome, tout près de la basilique Sainte-Marie Majeure. Le document précise qu'ensuite la statue, après avoir été restaurée, doit être conduite dans les jardins du cardinal Borghese. Alors ce cardinal, c'était qui? Eh bien, c'était Scipion Borghese, qui était donc faisait partie de cette grande famille des Borghese. Il était le neveu du pape. Ce personnage était un amateur d'art extrêmement raffiné, mais aussi un collectionneur sans trop de scrupules et qui, évidemment, utilisait sa position particulièrement brillante pour collectionner à bras raccourcis, si je puis dire, tout ce qui pouvait sortir des terres de Rome, à l'époque considérée, c'est-à-dire au moment où on a redécouvert justement l'Antiquité et où tous ces marbres sont sortis des terres de Rome, et pas seulement de Rome, mais aussi d'Italie. Il a donc rassemblé une collection énorme, plus de 400 marbres qui donc ont été rassemblés par cette collection de Scipion Borghese. Et dans cette collection, le gladiateur était considéré comme le chef-d'œuvre le plus brillant. Tous les visiteurs qui sont passés par Rome au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, donc avaient à cœur d'aller voir la collection Borghese et donc admiraient en particulier le gladiateur. Et je me souviens d'un jugement, ou plutôt d'un cri d'enthousiasme poussé par un des visiteurs français qui était passé au XVIIIe siècle, un certain Lalande, et qui a dit « c'est tout ce qu'il y a de beau dans l'antique ». Donc voilà comment on considérait ce gladiateur, donc cette statue dans cette collection Borghese. Cette collection, conservée donc par la famille Borghese, vient dans les mains de Camille Borghese. Camille Borghese, qui n'était pas seulement un prince de cette famille, mais qui était aussi, comme personne je crois ne l'ignore, le beau-frère de Bonaparte, puisqu'il avait épousé Pauline. Et alors ce Camille Borghese, à une période où probablement il était en manque de liquidité, comme on dit, eh bien il a songé à vendre sa collection.
Et donc la collection mise en vente intéresse beaucoup son beau-frère, à savoir Napoléon, qui avait aussi beaucoup de goût pour l'Antiquité et qui, dans ces conditions, s'est dit que ce serait peut-être une occasion d'enrichir les collections françaises en donc se portant acquéreur de cette collection. Alors c'est ainsi qu'après toutes sortes de transactions, de discussions, d'évaluations, la collection Borghese a été acquise par donc Napoléon pour une somme astronomique. Et dans cette somme, eh bien, il faut savoir que le gladiateur coûtait le quart de la somme. Vous imaginez 400, ou à peu près, je ne me souviens plus le chiffre exact, mais plusieurs centaines de marbres, et c'était donc pour un quart de la somme totale que le gladiateur donc, était inscrit. Donc, c'est vous dire l'importance considérable que revêtait cette œuvre. L'affaire conclue, il a fallu naturellement songer au transport, parce que tous ces marbres, il fallait les faire venir jusqu'à Paris et les faire entrer ici même au Louvre. Et donc il y a eu à ce moment une discussion pour savoir comment on allait pouvoir mener justement cette affaire. Et alors il y a deux personnages, deux Français, un certain Adrien Paris, qui était un architecte mais qui travaillait à Rome, et puis aussi un peintre qui s'appelait Lorimier. Et ces deux personnages donc ont pris en main justement le problème très ardu de savoir comment on allait pouvoir faire passer de Rome vers Paris une telle collection. Pour ce qui est du gladiateur et des pièces les plus précieuses, ces commissaires ont pensé que la meilleure solution était la voie de terre. Car il faut savoir qu'on était dans une période très marquée par les guerres, et prendre la mer avec des statues aussi précieuses nous mettait en quelque sorte en danger par rapport, par exemple, à la flotte anglaise. Bon. Donc voilà que l'on décide de faire passer le gladiateur et un certain nombre d'autres pièces de Rome vers Paris. Mais comment? Eh bien, dans des chariots traînés par des bœufs. Et pour ce qui est du gladiateur, il y a eu donc des discussions extrêmement compliquées pour savoir de quelle manière on pourrait d'abord mettre en caisse. On imagine maintenant, enfin, j'ai été conservateur dans cette maison et je peux vous dire que la façon dont on réalise des emballages est extrêmement précieux, mais il y a eu à cette époque, donc on est en 1808, des inventions pour tenter d'avoir les solutions les plus sûres pour faire en sorte que cette statue, dont certains assemblages n'étaient pas d'une très grande solidité, je vous ai parlé de 17 fragments, donc même si les joints permettait de garder la statue comme on pouvait la voir. Il n'en reste pas moins que la bouger risquait d'entraîner toutes sortes de déprédations. Donc il y a eu sur ce point une mise en caisse qui a été extrêmement minutieuse, et également, et là je crois que c'est là qu'il y a eu la discussion la plus difficile, c'est le char. Le char qui a été construit pour le gladiateur Borghese était un véritable petit miracle d'ingénierie, comme on dirait maintenant, avec des systèmes de suspension qui étaient très sophistiqués, car il s'agissait de traîner, donc vous imaginez, sur le trajet Rome-Paris, une statue relativement fragile dans un char traîné par un attelage de bœufs qui devait traverser les Alpes, car il fallait, pour aller de Rome à Paris, traverser cette barrière montagneuse. Alors, donc, traîné par le pas solennel de ces bœufs, donc le gladiateur prend la route de Paris, et c'est une véritable épopée qui a dû se jouer, qui a duré 3 mois et qui a permis de faire arriver, je crois au mois d'août 1808, le gladiateur à Paris. Donc, avec un certain nombre de pièces de la collection qui sont venues également avec lui. Alors,
la statue étant arrivée à Paris, même si le voyage s'était relativement bien passé, on dit qu'au moment de l'emballage, il y a eu une petite maladresse qui a fait que la pièce a dû tomber d'une certaine hauteur, et on pense qu'une fissure qui se trouve dans la cheville pourrait être le résultat de cette maladresse. Mais enfin, disons que d'une manière générale, il semble que l'œuvre soit arrivée en bon état. Néanmoins, il était nécessaire de la remettre un peu, de la toiletter, si je peux dire. Il y a eu certainement une intervention des restaurateurs. Alors malheureusement, nous n'avons aucune pièce d'archives qui nous dise quoi que ce soit sur cette restauration. J'ai eu l'occasion de lancer, à la fin des années 97, c'était à partir de 95, je crois, une grande restauration du Gladiateur. Et cette restauration a pu donner des renseignements que les archives ou les sources n'avaient pas pu nous donner. Le Gladiateur en particulier, et ça a été une opération tout à fait magistrale, a été conduit jusqu'au centre atomique de Saclay afin qu'on puisse en examiner, si je puis dire, les entrailles avec des rayons gamma, car un appareil de radio courant ne suffisait pas pour traverser une épaisseur de marbre aussi grande que celle du Gladiateur. Et par conséquent, il a fallu ces rayons gamma, et le Gladiateur donc a été enfermé dans une pièce où on a donc fait cette opération, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir qu'à l'intérieur de cette silhouette de marbre, il y avait, si vous me permettez l'expression, toute une quincaillerie, un arsenal d'éléments en métal, des goujons. Alors on voyait déjà qu'il y avait, attachant la fesse droite à la cuisse, deux grandes agrafes qui étaient visibles, bien qu'un peu masquées, mais on le voyait. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur, en particulier le bras moderne. Eh bien, ce bras moderne était donc attaché au tronc par une grande barre de fer qui donc fixait d'une manière solide le membre au torse. Donc, alors tout ceci évidemment a donné des connaissances plus affinées de la façon dont le Gladiateur avait été restauré. Donc la quinzaine de fragments qui avaient été trouvés avaient été mis ensemble. Mais cette restauration a été aussi bénéfique sur un autre plan. C'est que le Gladiateur a été victime de son succès. C'est-à-dire que cette gloire qui s'est répandue à propos de cette figure a naturellement conduit à lancer toutes sortes d'opérations de moulage. Tout ce qu'il y avait de puissant et de riche en Europe voulait avoir sa copie du Gladiateur. Et alors bien sûr, il y a eu toutes sortes de copies en réduction, de petits objets qui reproduisaient la silhouette et qu'on a pu retrouver un peu partout. Il y en a d'ailleurs au Louvre, dans d'autres départements que celui dans lequel je vous parle. Mais il y avait aussi carrément des moulages qui ont été réalisés à partir d'empreintes prises sur le marbre lui-même. Et ces moulages, eh bien, ont laissé des traces. Ils ont laissé des traces de plâtre, ça c'est pas très grave. Ils ont laissé des traces de ces agents démoulants qui étaient nécessaires pour pouvoir détacher les parties du moule une fois la prise d'empreinte réalisée. Mais il y a plus grave encore, c'est qu'à partir du moment où cette prise d'empreinte avait été réalisée, le moule en question était détaché en pièces. C'est-à-dire qu'on prenait par morceaux les pièces. Et pour détacher les morceaux, les mouleurs utilisaient des couteaux. Et ces couteaux ont parfois été conduits par la main de ces praticiens d'une manière un peu maladroite, et il reste des traces sur le marbre de ces couteaux de mouleur. Alors là, la restauration n'y a rien pu faire, et simplement ce qu'on a pu faire, c'est nettoyer la surface. Or, cette surface, elle était encrassée de toutes les manières, encrassée par ces agents démoulants, encrassée aussi par toutes les cires qu'on avait utilisées pour essayer d'unifier
la couleur de la statue. D'une façon qui, au moment où on plaçait la cire, était satisfaisante, mais qui, ces cires, ensuite, vieillissaient mal. Et elles attrapaient la poussière. Je voudrais ajouter aussi les mains indiscrètes des amateurs de la statue et qui donc portaient les doigts sur la surface, y laissant toutes sortes de saletés. Alors tout ça, évidemment, devait être nettoyé. C'est ce qui a pu être fait, mais dans le plus grand respect de ce que nous avons appelé ici l'état borghese. Car en examinant justement la surface du marbre, on s'est aperçu que ceux qui ont travaillé pour Borghese, et j'ai omis de dire tout à l'heure d'ailleurs que la restauration de l'œuvre, celle de 1611, a été sans doute effectuée par un sculpteur français. Alors, il y a un dilemme, on ne sait pas s'il s'agit de Nicolas Cordier, qui était un sculpteur qui travaillait à Rome à la période justement où le sculpteur a été restauré, ou si c'est un autre sculpteur, un certain Guillaume Berthelot, dont il est possible qu'il ait été l'auteur de ces restaurations. En tout cas, si l'on revient à la période de la restauration récente dont je vous parlais, donc on a nettoyé ces surfaces, mais en étant parfaitement respectueux de cet état borghese dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en laissant les concrétions que les restaurateurs des princes borghese avaient laissées sur la surface du marbre, parce que c'était l'histoire de la statue, l'histoire de la pièce. Ils auraient pu, en utilisant l'acide par exemple, et on sait que c'est quelque chose qui malheureusement a été fréquemment employé, ils auraient pu faire disparaître ces concrétions. Ils les ont laissées. Et nous-mêmes, les conservateurs du Louvre, au moment où on a fait donc cette opération, nous avons pensé qu'il valait mieux laisser, de la même manière que nous laissions le bras moderne, sans le retirer, de la même manière que nous laissions un certain nombre de petites pièces qui avaient été ajoutées parce qu'il manquait, par exemple, un orteil, par exemple le sexe, qui est aussi une petite pièce moderne qui a été ajoutée parce qu'elle manquait. Tout cela, nous l'avons laissé. On aurait pu, dans un propos de restauration puriste, retirer ces objets modernes en ne retenant que ce qui est antique. Non, nous avons donc laissé les choses en l'état, et en particulier ces concrétions. Voilà. Donc c'est ainsi que le gladiateur, donc nettoyé par cette restauration des années 1990, donc a retrouvé une fraîcheur qu'il avait perdue. La pièce, véritablement, avant la restauration, finissait par ressembler à une œuvre en plomb, tellement elle était assombrie par toutes les saletés qui avaient été accumulées sur la surface. Alors c'est le grand débat, mais il ne s'agit pas de patine à ce moment-là, c'est ce que nous avons appelé tout simplement la crasse moderne, qui n'est pas exactement la même chose.